Bonsoir à toutes et à tous. À quoi sert l'Europe? La question se pose visiblement pour beaucoup de Français qui ne sont pas europhobes. C'est comme une lassitude, voire une déception, trop lourde, trop compliquée. L'Europe ne fait plus rêver, même si ce soir, à Bruxelles, un accord a bien été trouvé sur les fameux travailleurs détachés. Est-ce la fin pour autant de la peur du plombier polonais? Je pose la question dans un instant à nos invités que je vous présente. Karine Berger, députée socialiste des Hautes-Alpes, Benoît Apparu, député UMP de la Marne, ancien ministre du Logement, Emmanuel Cos, toute nouvelle secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts, Florian Philippot, vice-président du Front National, Emmanuel Todd, historien et démographe, et enfin Guillaume Clossat, fondateur de think tank européen Europa Nova. Je vous rappelle que vous avez bien entendu la possibilité de suivre et commenter cette émission sur notre second écran, le site france-tv-info.fr. Vous pouvez aussi interagir sur notre page Facebook ou sur Twitter. Certaines de vos réactions seront diffusées à l'antenne. Et puis sachez qu'à tout moment, nous serons en direct d'Ukraine où un assaut se préparait en début de soirée contre ceux qui pourtant rêvent d'Europe. Notre débat maintenant. Les ministres du Travail des 27 ont donc fini par tomber d'accord en début de soirée sur la question des travailleurs détachés. Karine Berger, cet accord va-t-il pouvoir concrètement protéger les salariés français d'une concurrence déloyale? Très clairement, enfin, la directive, dès le départ, était faite pour organiser le travail en Europe. Mais elle a été détournée. Alors, soyons concrets, qu'est-ce que ça veut dire? La directive, elle prévoit que dès 1996, quelqu'un qui travaille en France, quelle que soit sa nationalité, est payé avec un salaire français et travaille en fonction du Code du travail français. Ça a été détourné, c'est-à-dire qu'un certain nombre d'entreprises ont créé des sociétés ad hoc pour conçues de toutes pièces, non pas pour amener par exemple des gens de Pologne vers la France ou des gens du Royaume-Uni vers la France, mais non pas au travers de leur activité normale, mais au travers de la volonté de bénéficier du fait que la protection sociale coûte moins cher en Pologne et au Royaume-Uni. C'était interdit déjà dans la directive de départ, mais on n'avait pas les moyens de contrôle. Et donc c'est détourné en permanence? Ça a été beaucoup détourné. Le nombre de travailleurs détachés en France a été multiplié par 3 ou 4 en l'espace de 15 ans. Il y a énormément de détournements avec beaucoup de difficultés à contrôler. Donc l'accord de ce soir est fondamental. Il dit quoi? Il dit que, par exemple, on pourra demander les documents aux travailleurs eux-mêmes et les documents devront être fournis en français. Jusqu'à présent, la seule solution, c'était de demander à l'entreprise quelque part en Europe de justifier la présence. Là, c'est les travailleurs eux-mêmes, sur le sol français, qui devront expliquer à quelle entreprise ils appartiennent, sous quel projet, etc. Il y a une deuxième mesure absolument fondamentale et qui était le cœur on va dire, des frottements avec nos amis britanniques et polonais, c'était la possibilité de rendre pénalement responsable la société donneur d'ordre, c'est-à-dire ceux qui bénéficient de ce système de détournement du travail seront désormais pénalement responsables. Donc on voit bien que c'est un exemple parfait de l'Europe qui organise les règles et qui protège les citoyens européens. Benoît Apparu, visiblement ce soir Michel Sapin a donc obtenu gain de cause. Est-ce que vous le félicitez? Oui, je le félicite, tant mieux. C'est pas la directive qui est en cause. C'est une fraude à la directive. Et aujourd'hui, on se donne les moyens de lutter contre une fraude. Donc c'est une bonne solution. Le problème de fond est peut-être un peu différent. Il faut aller un tout petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que cette fraude a été possible? Parce que les charges dans certains pays sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Comme ça a été évoqué à l'instant, techniquement, ça marchait comment cette histoire? Le chypriote qui venait travailler en France, ou l'italien ou l'espagnol, avait un salaire français, des règles du droit du travail français, mais payer ses charges dans son pays d'origine. Autrement dit, si j'ai un salaire net de 2 000 € par mois, le coût du travail en France, c'est 3 500 €, coût global. Le coût du travail en Pologne, c'est pas 2 000, c'est pas 3 500, c'est 2 008. Donc on organise une fraude pour pouvoir payer 2 008 et non 3 500. Grâce aux charges ou ce qu'on appelle les cotisations. Voilà, grâce aux cotisations sociales inférieures en Pologne par rapport à la France. Ce qui veut dire que le problème de fond reste quand même le taux de cotisation en France. Donc bravo pour cet accord, ça va nous permettre d'éviter, je crois, des fraudes massives qui sont organisées et surtout un dumping social infra-européen, mais il faut aller plus loin et baisser les charges en France. Emmanuel Cos, l'accord conclu pour limiter les fraudes vous paraît-il satisfaisant? C'est une avancée, mais je pense qu'on peut aller plus loin. D'ailleurs, je pense que le problème, ce n'est pas les charges qu'on paye en France, c'est plutôt le fait qu'on ne paye pas de charges dans d'autres pays et qu'on n'a pas de protection sociale au niveau européen.
Et oui, on peut. Faut regarder les deux côtés. Eh oui, mais moi je regarde de l'autre côté parce que je pense que ce qui est favorable à des Français, il serait plus intéressant qu'il soit favorable à l'ensemble des citoyens européens et pas simplement. Si financer autrement que par de la dette, je serais d'accord avec vous. Mais on peut les financer autrement que par la dette. Et pourquoi je pense que cet accord pourrait aller plus loin? Parce qu'il pose quand même un sujet qui est l'absence de salaire minimum dans l'ensemble de nos pays européens, qui explique aussi cette question-là, en sachant par ailleurs que dans les travailleurs détachés aujourd'hui, il y a des Français. Bien sûr. Il y a plus de 15% de travailleurs détachés qui sont français, qui sont embauchés par des entreprises européennes et qui sont détachés en France. De l'ordre de 300 000, dit-on. 300 000 travailleurs détachés en tout. Mais dedans, vous avez 18% qui sont français et qui donc sont employés par des entreprises qui dérogent au droit du travail français. Vous avez signé un appel qui demande la suspension du dispositif incriminé. C'est ce que vous continuez de demander ce soir. Vous dites c'est bien ou c'est mieux, mais il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut aller plus loin et que le prochain Conseil européen peut être une étape importante. Et surtout, alors ça a été dit aussi par Martin Schulz, il faut que lors de la discussion au Parlement européen, on puisse aller plus loin et qu'on attaque vraiment la directive dans sa globalité pour l'améliorer. Florian Philippot, Marine Le Pen prédisait ce matin que le gouvernement n'obtiendrait rien. Est-ce que vous vous êtes trompé? Non. On est à quelques mois des élections européennes. Je crois que tout le monde aura compris qu'il fallait à tout prix faire croire qu'il y avait un accord. On est dans l'enfumage classique européen, c'est tout à fait cosmétique. Vous voulez dire que c'est une mesure d'urgence? C'est même pas une mesure d'urgence. Le problème, là, on nous dit, on cible déjà les abus et les fraudes. Le problème, c'est même pas les abus et les fraudes, c'est le concept même du détachement. Parce que qu'est-ce que c'est que le détachement? On l'a pas expliqué. C'est qu'un travailleur étranger vient en France faire une prestation de service, c'était 210 000 réguliers l'an dernier. Le Sénat y ajoute 300 000 irréguliers dans un rapport. Ça fait 500 000 par an. Ce sont des gens qui payent les charges sociales du pays d'origine, très largement inférieures effectivement la plupart du temps aux charges sociales françaises. Ça, c'est la directive détachement de 96. Mais c'est même pas que ça. Il y a un règlement dont on ne parle jamais et qui est le nœud de tout, c'est le règlement européen de 2004 sur la sécurité sociale. C'est lui qui a posé ce principe-là. Parce qu'avant 2004, il y avait très peu de détachements, c'était 7000 en l'an 2000. C'est ce règlement européen de 2004 dont on ne parle pas et c'est lui qu'il faudrait abroger en priorité, d'autant qu'il a été fait en même temps que le grand élargissement à 10 pays d'Europe de l'Est et on sait que la plupart des travailleurs détachés viennent d'Europe de l'Est. Bref, on organise la concurrence déloyale, la guerre des travailleurs les uns contre les autres. C'est un parfait symptôme de ce qu'est devenu l'Union européenne aujourd'hui. Concrètement, comment voudriez-vous empêcher l'arrivée de ces travailleurs européens? Je rappelle que le principe de base de la construction européenne, c'est la libre circulation des hommes, des femmes et accessoirement des idées. Mais ça n'a rien à voir avec la concurrence déloyale et le fait de tirer vers le bas tout le monde, le dumping social. Ma question, c'est comment vous les empêchez d'arriver? Alors l'objectif qu'on doit se fixer, c'est l'abrogation des directives détachement 96 et en même temps règlement européen de 2004 sur la sécurité sociale. En attendant, on fait une proposition extrêmement concrète de temps d'abroger ces directives et ces règlements, c'est de créer un impôt, la contribution contre le dumping social pour mettre à niveau, c'est-à-dire un impôt compensatoire. Les entreprises, quand elles font du détachement, pour les dissuader de le faire, eh bien, elles doivent payer le différentiel entre les charges sociales qu'elles paient dans le pays d'origine et les charges sociales qu'elles devraient payer si elles les payaient en France. Et cet impôt-là, eh bien, il sera affecté à la sécurité sociale parce que l'autre problème de la directive détachement, c'est que non seulement ça crée de la concurrence déloyale pour nos travailleurs, il y a des chantiers entiers où vous avez un tiers ou la moitié de travailleurs étrangers. Et en plus, ça fait des recettes en moins pour la sécurité sociale française. Le Sénat estime que c'est 2 milliards d'euros de recettes qui manquent chaque année en France maintenant à cause de la directive détachement. Je rappelle que ce que vous appelez le dumping social, enfin pas vous seulement d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle en français tout simplement de la concurrence déloyale. Oui, un exemple très simple, sur le chantier de Flamanville, vous avez un tiers de travailleurs étrangers. Très bien. Alors, Guillaume Clossat. Je trouve très intéressant l'analyse de Florian Philippot, qui est de regarder uniquement une facette du sujet. On n'aura pas la même, c'est sûr. Non, mais je veux dire, quand on est de mauvaise foi, on regarde seulement le verre à moitié plein ou à moitié vide. On peut regarder le verre dans sa globalité. Il y a entre 170 000 et 200 000 Français qui sont détachés. Ces 170 000 à 200 000 Français détachés gagnent 2 à 3 fois plus que les gens qui sont détachés en France. Ces gens-là paient leurs cotisations sociales en France et pas dans le pays d'origine. S'ils les payaient dans leur pays d'origine, ils les paieraient beaucoup moins. L'intérêt de la France, c'est que nos salariés soient bien payés, et ils sont 2 à 3 fois plus payés parce que ce sont des missions à valeur ajoutée pour lesquelles ils n'ont pas de travail en France, parce qu'ils sont surdiplômés, et que malheureusement, eh bien, il faut élargir les marchés pour permettre à chacun de trouver un job. Là, vous nous dites qu'il y a des talent. Français, travailleurs détachés, qui profitent aussi de ce système. Qui profitent complètement de ce système, et globalement, le système nous profite économiquement beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'on a créé cette directive en 96. C'est ce que disent les rapports parlementaires. Non, mais Florian Philippot, est-ce que vous pouvez me laisser parler, s'il vous plaît? Attendez, Florian Philippot, c'est Guillaume Clossat qui a la parole.
Alors, moi je dis juste qu'il y a entre 170 000 et 200 000 Français qui profitent de ce détachement. Ces 170 000 à 200 000 Français sont payés 2 à 3 fois plus que les salariés qui sont malheureusement sur des métiers peu payés, pour lesquels souvent on n'a pas de travailleurs français, il faut le dire aussi pour parler de manière franche, ou sur lesquels nous ne trouvons pas de Français pour travailler. Et ces gens-là, ces travailleurs français détachés en Europe paient leurs cotisations en France. Et s'ils ne payaient pas leurs cotisations en France, eh bien, la perte nette pour l'État français serait considérable par rapport à ce qui est gagné par ces 200 à 300 000 travailleurs étrangers détachés en France. Premier point. Deuxième point, non, c'est important. Le détachement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Ça existe d'une manière ou d'une autre depuis qu'il y a des entreprises. Et s'il n'y avait pas de mécanisme européen pour trouver des solutions, eh bien on devrait trouver des solutions avec 26, 25, 50 pays. On mettrait 10 ans à trouver des conventions internationales qui ne marchent pas. L'intérêt de l'Europe, c'est quoi ? Vous voulez dire qu'avec ou sans l'Union, il y aurait quoi qu'il arrive des travailleurs qui bougent ? Mais bien sûr. Et pour lesquels il faudrait trouver des règles. Et pour lesquels il faudrait trouver des règles afin qu'ils circulent les travailleurs. d'origine. Ça, c'est une invention européenne. Bien sûr que si. Florian Philippot, s'il vous plaît. Règlement de 2004. Eh ben, écoutez, vous terminez rapidement et ensuite Karine Berger. L'intérêt de l'Union européenne, c'est que quand on a des problèmes, on essaie de trouver des solutions ensemble, de manière négociée. Pas les créer les problèmes. Alors, Florian Philippot, s'il vous plaît. Le mieux, c'est de ne pas créer les problèmes. Je voudrais expliciter la position de M. Philippot. Quand il dit, ou quand Mme Le Pen dit, on va abroger la directive. C'est égal à on va supprimer toutes les protections contre les salariés qui se déplacent dans l'Union européenne. C'est la même chose. Ce que le Front National propose, c'est la suppression de toutes les protections, de toutes les sécurités, de toutes les règles qui organisent le travail, qui organisent. Bah oui, mais je suis désolée. Comme vous n'assumez pas votre position anti-européenne, anti-Union européenne et profondément nationaliste sur ce sujet, je l'ai dit, je l'illustre. Je veux dire, d'une manière générale, on voit bien d'ailleurs la thèse du Front National. C'est toujours la faute de l'autre si ça se passe mal pour vous. Là, en l'occurrence, l'autre, ça va être le travailleur détaché, le plombier polonais. Un jour, ça sera votre voisin. Bref, on connaît bien la rhétorique. Ça ne change absolument rien à la réalité, qui est que les directives qui sont discutées par le Parlement européen, qui sont amendées ce soir, sont des directives qui sont des directives de règles et de protection des travailleurs dans l'Union européenne. Emmanuel Todt, juste une question, est-ce que c'est un combat d'arrière-garde de vouloir empêcher la circulation des salariés en Europe? Je ne sais pas, tout ce qu'a dit était très intéressant, mais je crois que c'est un peu au-dessous du problème de l'Europe. Là, j'ai été amené à regarder le continent de l'extérieur parce que je reviens de Tokyo, d'un séminaire symposium sur la globalisation, où il était question des effets du libre-échange, de la façon dont la flexibilité monétaire atténue les effets du libre-échange est l'une des premières protections. Et tout d'un coup, j'ai eu là-bas, au milieu de ces économistes japonais très compétents, vous savez que le Japon a fait une politique monétaire de relance, est en train de sortir de la crise, c'est-à-dire que c'est tout à fait l'anti-Europe actuellement. Et tout d'un coup, j'ai eu une illumination et je me suis dit, mais les choses se sont inversées. C'est-à-dire qu'autrefois, l'Europe, ça avait été construit avec l'idée d'une collectivité de protection. Et d'ailleurs, Karine Berger a employé le mot de protection à 6 ou 7 reprises comme quelque chose de très tentant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, l'Europe, avec surtout en son cœur l'euro, a recréé des situations de compétition de libre-échange maximale, quelque chose qui ressemble un peu à l'effet de l'étalon or autrefois. Et on ne s'en rend pas compte, mais si on sort, si on va discuter à Washington ou si on va discuter à Tokyo, on se rend compte que la situation de l'Europe dans le processus de globalisation, de libre-échange concurrentiel, s'est inversée. On le percevait comme une zone de protection. C'était ça au départ l'Europe avec le tarif extérieur commun. Oui. Maintenant c'est fini. Et en fait, la rigidité des conceptions européennes, la rigidité de l'euro fait que l'Europe est actuellement lance les nations européennes qui restent très différentes les unes contre les autres. En fait, en Europe, on ne s'en rend pas compte. Donc vous nous dites que la question du travailleur détaché est finalement un épiphénomène d'un carton plus large. La réalité de l'Europe, c'est que le libre-échange mené à ses conséquences les plus extrêmes est d'une guerre de tous contre tous. Et le lieu de la guerre la plus intense actuellement, c'est l'Europe. C'est pour ça que ça ne va pas très bien. Réaction de Benoît Apparu et ensuite on se tourne à nouveau vers Florian Philippot. Ce qui vient d'être dit. On nous explique en gros que le libre-échange au sein
de l'Union européenne est en train de tout tuer. Mais je crois que le débat que nous avons sur les travailleurs détachés prouve l'inverse. Les travailleurs détachés ont toujours existé. Et ils existeront toujours. Tant mieux pour les entreprises françaises. Ça leur permet d'envoyer un salarié aux États-Unis, en Allemagne ou en Suisse pour faire progresser leur entreprise. Tant mieux. Ça existera toujours. On parle de l'Europe. Hein. On parle bien de Même l'Europe. si ce que vous nous rappelez est fondé. Pourquoi j'en viens à l'Europe? Parce que la nuance de ce qui a été fait en 96, c'est quoi? C'est qu'on s'est dit, plutôt qu'avoir un règlement entre la France et les États-Unis, la France et la Suisse, pour savoir où et qui paye les cotisations sociales, on s'est dit, on l'organise à 27, pour essayer d'avoir le même système à 27 et protéger les 27 contre justement les dumpings en question. Ce qu'on n'avait pas prévu, ce sont les fraudes actuelles. Mais là encore, ne confondons pas le principe qui a été fixé. On règle ensemble cette question à 27 et les fraudes qui sont organisées par tel ou tel. Ne confondons pas, là encore, la cause d'un problème et la conséquence du problème. Florian Philippot, juste une remarque. Le Front National dénonce la mort des PME à cause de cette directive. Mais excusez-moi, ce sont bien les PME françaises qui utilisent ces travailleurs. À un moment ou à un autre. Ce sont bien des entreprises françaises qui les font travailler. Et moi, je vais quand même rappeler tout le monde au réel. Et qui marchent davantage. Je sais que Mme Berger... Grâce à ces travailleurs détachés. Vous répondez à ma question. Non, mais je vais vous répondre exactement. Voilà. Et après, vous pourrez répondre à Mme Berger. Votre capacité à faire bouger les lignes peut nous surprendre tous, on le sait. Mais de là à nier le réel, c'est quand même surprenant. Je vous invite à aller au salon Batimat. Nous y sommes allés avec Marine Le Pen. La Fédération française du bâtiment nous a reçus, nous a demandé de signer sa pétition contre cette directive, pétition qui s'appelle Pétition contre la concurrence déloyale. Nous l'avons signé bien volontiers parce que c'est le secteur du BTP qui est extrêmement important, qui est victime de ça. Ce sont des PME françaises qui ferment parce qu'elles n'ont plus la capacité d'être concurrentielles. Victime d'une fraude, pas d'une directive. Non, victime d'un système. C'est le règlement européen de 2004. Vous ne voulez pas le voir, ce règlement. On paye les charges sociales. En France, c'est 52%. En Espagne, c'est 37%. En Pologne, c'est 26%. En Bulgarie, c'est 20%. Voilà, c'est pas avec un salaire minimum à 500 € pour tout le monde, parce que ce serait ça, un salaire minimum européen. Vous allez y arriver. Alors après, je suis d'accord aussi avec M. Todd. C'est un symptôme de la concurrence généralisée, organisée aussi par le libre-échange et l'euro. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Le salaire minimum s'applique à tous les travailleurs détachés qui travaillent en France. Mais parce que Mme Cos disait, je veux un salaire minimum européen. On va y venir. Ne dites pas n'importe quoi. On va y venir. Ça serait un salaire minimum à 500 €. Excusez-moi, mais là, à ce stade, on se dit que le problème est bien un problème de charge. Française. La question des cotisations patronales qui sont différentes en Europe est une question, j'ai envie de dire, liée au choix de l'Europe sociale et du degré d'Europe sociale. Moi, je suis comme Emmanuel Cos, je pense qu'il faudra qu'on mette en place un salaire minimum commun à l'ensemble des pays de l'Union européenne. À combien avec un mécanisme, si nécessaire, de serpent, comme on a fait pour faire converger les monnaies, comme on a fait pour faire converger un certain nombre d'aspects fiscaux, on peut le faire au travers d'un mécanisme de serpent. On rapprochera petit à petit les salaires de référence de chacun des pays. En attendant, le vrai problème n'était pas celui... Vous voulez faire le serpent salarial européen ? Par exemple, le problème n'était pas celui de la concurrence via les cotisations patronales, puisqu'on avait des différences. On avait des cas, on a trouvé des cas où les gens travaillaient 45 heures, payés 3 € de l'heure. Oui, mais c'était ça le problème. On décrit un système d'exploitation d'une façon ou d'une autre. C'est pas honnête de dire ça. Ce que dénonce le BTP dans les Hautes-Alpes, le BTP que moi aussi j'ai rencontré, ou tous ceux qui font de l'alimentaire dans le sud-est de la France, c'est justement le détournement et l'illégalité d'un certain nombre de pratiques. C'est ça, Monsieur Philippot, si vous étiez un peu plus sur le terrain. Emmanuel Todd Batimat, je vous y ai pas vu. Vous auriez dû venir. On doit tous aller à Batimat. Alors, Emmanuel Todd et ensuite Emmanuel Todd. Il faudra donner votre certificat de passage à Batimat. C'est le premier salon de France. Le sujet de l'émission, c'est pourquoi est-ce que les gens ne croient plus en l'Europe. Donc là, on est en train de s'enfermer dans un débat, je veux dire, complètement technique, assez mineur au regard des problèmes qui se posent. Encore une fois, il faut regarder. Il n'est pas mineur pour les salariés français qui subissent une concurrence déloyale. Vous le savez très bien. Mais le problème est celui de structure générale pour l'Europe. L'ensemble de l'économie mondiale ou des économies nationales sont en train de faire des expériences de redémarrage et de croissance. Je veux dire, les États-Unis, l'Angleterre, le Japon, la zone euro est un trou noir dans l'économie européenne. Il y a une réalité centrale
centrale qui est beaucoup plus importante que ces détails sur des règlements bruxellois qui ne seront jamais appliqués, c'est que l'euro ne fonctionne Excusez-nous de parler de pas. l'actualité. L'euro ne fonctionne pas. Excusez-nous de parler des gens. L'euro ne fonctionne C'est vrai pas. aussi. Il y a une décision. Si le Parti socialiste au pouvoir veut prendre une décision qui améliore le sort des Français et des Européens, il n'y a qu'une seule décision qui puisse être prise, c'est de foutre en l'air cette monnaie dont tous les économistes savent, hors des sphères rémunérées internes à l'Union européenne, ça ne marche pas. Vous abordez des questions sur lesquelles on va revenir. Oui, mais c'est pas la peine de perdre du temps sur des petites bricoles, Je vous remercie. des petits accords bruxellois. D'accord, très bien. Non, mais parfait. Vous avez le droit de me mettre 11 sur 20 sur mon début d'émission. Moi, pour l'instant, je vous mets plutôt 8 sur 20 si vous continuez à me la perturber comme ça. Mais je vais vous redonner la parole pour que vous ayez 14. Pour Emmanuel Todd, les travailleurs européens, les ouvriers, les gens qui travaillent sur Non, faites pas de cette démagogie. C'est vous qui faites baisser les salaires, c'est vous qui mettez trop de chômage. Ce sont des Donc, bricoles. ne me faites pas d'un numéro du genre. Quand on est à ce degré de mépris pour les gens et pour les ouvriers et pour les travailleurs, je ne sais plus comment on sait que vous vivez dans la compassion. La réalité, c'est qu'il y a un gouvernement français qui fait baisser le niveau de vie et qui refuse de traiter les problèmes des Français. Emmanuel Cos. Mais justement, je pense que parler de ça, c'est parler aussi de ce qui intéresse les gens. Et les gens, c'est ce qu'ils ont du boulot à la fin du mois. Pour bien connaître le métier du bâtiment, je peux vous dire que le détachement, oui, c'est un sujet aujourd'hui. Et le problème, c'est aussi, vous en avez parlé tout à l'heure, la question des marges. On va se dire les choses franchement. Quand des commandes publiques prennent au plus offrant et jouent aussi sur les fraudes, anticipent les fraudes à la directive pour faire des marchés extrêmement bas, c'est ça la réalité. Et pourquoi est-ce que vous avez été un salon du bâtiment qui met ça en avant? Parce qu'en effet, aujourd'hui, on a un problème de travail attaché dans le bâtiment, et y compris, je vais vous le dire, des problèmes d'accidents du travail extrêmement graves qui coûtent aussi des coûts liés à la santé. Et je suis désolée, ça a un sens. Ça a notamment un sens dans un pays qui veut faire du bâtiment quelque chose d'extrêmement important. Et c'est pas simplement des petites broutilles. Parler d'Europe, c'est aussi dire à nos citoyens ce que l'Europe leur amène d'un point de vue global. Non mais, je veux dire, vous parlez de choses qui n'existent pas. Je veux dire, vous parlez comme si... les choses n'existent pas. Mais non, je veux dire, vous êtes... Le travail n'existe pas. Non mais, l'Europe je suis n'existe pas. désolé, c'est moi qui suis du côté des gens. C'est moi qui sens comme les gens. Mais on est tous du côté des gens, monsieur Todd. Mais non, pas du tout. Ah bah, excusez-moi, vous ne connaissez pas ma vie, je ne connais pas la vôtre. Mais je sais où je suis, moi, franchement. Nous avons une économie qui ne fonctionne pas. Nous savons que l'économie française est entrée en crise avec la réalisation de l'euro. Il y a un rapport entre les conditions, je dirais, macroéconomiques de l'activité des entreprises qu'il faut voir. Je dis que... C'est pourquoi vous refusez ce débat sur l'euro? On va y arriver. Merci. Mais je vous rassure, on va la voir pendant 6 mois. Il n'est pas religieux. Alors, si vous trouvez que ma hein. façon de parler n'est pas comme il faut, etc., je peux tout à fait m'en aller. Ça ne me pose aucun problème. C'est que vous me dites, vous me dites vraiment, je suis de bonne composition, mais je ne vais pas passer des heures à parler d'un accord qui ne si nous vous avons invité, Emmanuel, si nous vous avons invité, c'est pour vous donner la parole. Et c'est parti le délire. Votre ami Philippot. La dernière fois, avec Marine Le Pen, c'est ridicule. Alors, Guillaume Clossard reprend la parole. Je suis désolé, je suis en plein jet lag et j'éprouve un sentiment surréel en arrivant ici. On vit avec vous votre jet lag, on le partage. Mais je vais quand même essayer de mener mon émission. Guillaume Clossard. Vous parliez du Japon, mais juste vous dire qu'un des pays aujourd'hui les plus libéralisés du monde s'appelle la Chine. Et la Chine, la concurrence, elle est vraiment déloyale, tous les coups sont permis et c'est une économie qui marche. Je ne souhaite pas l'économie chinoise pour l'Europe et je pense qu'on a mieux à faire. Maintenant, ok, vous avez parlé de l'euro. Vous vous rappelez du taux de chômage en France en 83 ? Vous vous rappelez du taux de chômage en France en 93 ? Vous vous rappelez du taux de chômage en France en 2013 ? Ben, figurez-vous que c'est le même. Sauf que l'euro, il n'était pas là en 83, il n'était pas là en 93, il est là en 2013. Pourquoi notre pays, depuis 30 ans, a le même taux de chômage? On avait la politique du franc fort qui était un alignement sur le marché. Parce que la politique du franc fort... Guillaume Clossard, terminé. La politique... Non, mais je veux dire, permettez, si vous... Excusez-moi, je vous ai écouté, poliment. Absolument. Voilà. La politique du franc fort. Pourquoi la politique du franc fort, on l'a mis en place parce que nos entreprises voulaient de la visibilité
économique et qu'elle n'arrivait pas à planifier. Et on a eu une décennie perdue qui est la décennie des années 80 et c'est avec la politique du franc fort qu'on a recomposé pendant 10 ans et qu'on a fait de la France la première économie exportatrice d'Europe. Pardon 93, 2003. Et après, il y a eu des choix économiques qui ont été faits, qui ont dévié. Mais pardonnez-moi, avec la politique du franc fort, on a relancé nos exportations. On a plus parce d'industrie. qu'on a repositionné toute notre industrie. On a repositionné. Non, vous mélangez. Vous mélangez. Les gens qui font la politique macroéconomique ne sont pas responsables. C'est quoi les autres raisons? C'est qu'on a augmenté le coût du travail pendant que les Allemands avaient une stratégie qui était. Florian Philippot et après, on va aborder la question de la. Vous avez commencé à parler quand même d'un salaire minimum européen. Je veux juste qu'il y ait un petit tour de table là-dessus, mais j'y reviens dans un instant. Vous reprenez la parole. Je pense que c'était pour parler de l'euro. Non, mais sur la question de l'euro, moi d'abord, je voudrais qu'on puisse l'ouvrir en France, parce que c'est un des seuls pays où il n'y a pas de débat sur l'euro. C'est une espèce de religion, c'est pas pourquoi. On voit toujours les mêmes économistes qui oublient de nous dire d'ailleurs qu'ils sont financés aussi et payés par des banques au passage et qui nous font la leçon. Et les économistes qui réfléchissent sur le sujet, ils sont jamais interviewés. Bah oui, il y a un débat. En Italie, il y a un débat incroyable sur l'euro. Eh bien, il faudrait que ce débat ait lieu et assez vite, assez rapidement, parce que la situation s'empire. Alors l'euro, c'est quoi? C'est la désindustrialisation. Parce que nous avons une monnaie qui est beaucoup trop forte, qui étouffe nos exportations. Et ça, maintenant, tout le monde le reconnaît. Il est dommage que vous n'en soyez toujours pas conscients. C'est plus de dettes, parce qu'on doit renflouer en permanence les pays qui sont victimes de cette monnaie. La Grèce, déjà 2 fois. Le Portugal, l'Irlande, etc. Pour la France, c'est déjà 70 milliards d'euros de dettes supplémentaires en 2 ans, le renflouement de l'euro. Or, une monnaie, c'est fait normalement pour faciliter l'économie, pour fluidifier l'économie. C'est pas fait pour être sauvé tous les 6 mois. Ou alors il y a un vrai problème. Or, on en est là. L'euro est une monnaie sacrificielle. Voilà, aujourd'hui, c'est une monnaie sacrificielle. Alors, je veux dire, il faut faire des sacrifices à l'euro pour qu'il vive. L'euro est un dieu jaloux que nous devons servir. L'anomalie dans le monde aujourd'hui, c'est la zone euro. 95% des pays du monde, il ne faudrait pas inverser les choses, 95% des pays du monde ont une monnaie nationale, ont des frontières et ont une souveraineté nationale. Puis il y a un petit bloc au milieu complètement coupé du monde, complètement isolé dans ses certitudes religieuses et qui ne marche pas. La zone euro, c'est moins 0,4% aujourd'hui en 2013 de croissance, alors que la Suède, ce sera 1,1, qui est en dehors de l'euro, le Royaume-Uni 1,3, la Norvège 1,9, qui est même sa chance en dehors de l'Union européenne, et les États-Unis et le Japon aux alentours de 2%. Voilà, donc on peut se poser la question, et effectivement l'euro c'est une question extrêmement importante. Pardonnez-moi. Je voudrais dire quelque chose d'important. Florian Philippot, je pense que vous avez oublié vos cours de l'ENA, parce que dans le monde, il n'y a pas tant de monnaie que ça. Par exemple, il y a une vingtaine de pays. On a donné les cours à HEC, vous voyez, heureusement que j'ai appris entre-temps. Parce que... Voilà, mais je suis ravi de vous avoir donné des cours. Alors, si je vous avais donné des cours, vous en seriez souvenu. Ces écoles ne sont pas honteuses non plus, si je puis me permettre. Je suis fier. Je suis fier limite à la démagogie. Je suis fier. Pardon, je suis fier du mérite républicain. Juste vous dire que dans le monde, c'est un poil plus compliqué que ça. Par exemple, en Afrique, il y a une vingtaine de pays qui partagent la même monnaie. Ça s'appelle le franc CFA. En Asie, la plupart des monnaies sont soit alignées sur le dollar, soit sur le yuan. En Amérique latine, il y a aussi des taux de change qui sont très, très structurés. Donc vous ne pouvez pas dire 95% des pays ont leur monnaie. C'est un mensonge. Ils ont leur banque centrale. Benoît apparu et ensuite Emmanuel Todd. Oui, 2-3 mots peut-être sur l'euro. On vient d'avoir un exemple assez intéressant sur le traitement de la dette. On nous dit l'euro coûte 70 milliards en 2 ans. Ben, faisons un petit calcul très simple. Demain matin, nous sortons de l'euro. Si je regarde le plan du Front National, on dévalue immédiatement de 20 à 25%. Quelle est la dette française aujourd'hui? 2 000 milliards d'euros, dont je rappelle que les 2/3 sont détenus par des étrangers. 1 300 milliards. Autrement dit, on ne pourra pas les rembourser avec le nouveau franc, on les remboursera obligatoirement en euros. 1 300 milliards. 25% de 1 300 milliards, ça fait du jour au lendemain 400 milliards d'euros. Vous ne connaissez pas notre droit international, monsieur. Et je vous rappelle que Mme Le Pen, pour contrer cet argument-là, a dit « je fais de la planche à billets ». Elle l'a dit très clairement parce qu'elle a reconnu que l'argument était réel. Non. Autrement dit, on crée du jour au lendemain 400 milliards de dettes supplémentaires. Pas 70, 400. Premier élément. Non, c'est faux. Deuxième élément. Je réponds juste après. Hein. Je finis sur un point. Deuxième élément. réagira et ensuite vous reprendrez la parole. Vous vous rappelez une chose? Oui, j'arrive. Nos importations, on les paye en euros. Demain, on les paiera en francs. Ça veut dire quoi du jour au lendemain? Que le baril de pétrole, et donc l'essence, paume 25% de plus.
Je pense que ceux qui habitent en milieu rural, dans la Marne, dans mon département, et qui prennent leur voiture seront très contents. Les municipales sont de retour. Un litre d'essence qui augmentera du jour au lendemain de 25%. Troisième élément, sur l'épargne. Les partis socialistes ont souhaité taxer l'épargne. Ils ont finalement reculé pour moitié. Ben là, on est en train de nous inventer un impôt épargne sublimissime, c'est-à-dire que les Français ont de l'épargne, ils épargnent beaucoup, on va leur supprimer 25% avec la dévaluation en question. C'est un impôt Front National qui se crée du jour au lendemain, un impôt génialissime, c'est-à-dire qu'il ne rapporte même pas un euro à l'État. Voilà 3 exemples de l'absurdité économique de la proposition de sortie de l'euro. Emmanuel Todd. Oui, je voudrais un peu expliquer, peut-être même m'excuser pour mon coup de colère et essayer d'expliquer ce qui s'est passé dans ma tête quand je me suis énervé tout à l'heure. C'est que, en fait, on vit vraiment en France une situation très bizarre. C'est-à-dire que, je veux dire, il est avéré que ça ne marche pas. Et regarder des hommes politiques, femmes politiques françaises responsables continuer à ne pas vouloir rentrer dans le problème, ça a quelque chose de désespérant. Ma colère était l'effet d'un désespoir sincère. J'ai déjà été dans une émission ici avec Marine Le Pen, on a déjà dû dire la même chose. Et la crise s'épaissit, et le niveau de vie baisse, et en fait tout le monde sait que le rendement va. Et donc le problème n'est pas tellement un problème d'analyse économique, de balancer des modèles économiques comme le fait M. Apparu, que visiblement il ne comprend pas très bien lui-même. Le problème réel de la France... Gardez vos jugements de valeur pour vous, M. Le problème, vous pouvez simplement respecter l'intelligence des autres. Non, vous n'êtes pas le seul à avoir un minimum d'intelligence et de connaissance. Je dirais que le problème ce qu'il faut expliquer, ça n'est pas... C'est pas la peine de constater la dysfonction de l'euro. Il dysfonctionne. Ça n'est pas compliqué de comprendre en termes économiques pourquoi il dysfonctionne. La chose qu'il faut expliquer, je dirais pour les savants qui s'occupent de sciences sociales ou d'économie en un sens métaphysique, c'est pourquoi on a cette classe dirigeante. Qu'est-ce qui fait qu'un système politique arrive à nous produire des hommes et des femmes politiques comme ça qui ne sont plus capables de défendre leur pays? Puisque vous êtes si intelligent, pourquoi vous ne présentez pas les élections? Mais je veux dire, ça va vous régleriez le problème, apparemment, vu votre intelligence supérieure. Comme ça. Peut-être ça va se terminer comme ça. Mais ça n'est pas mon métier. J'ai un respect fondamental de la démocratie libérale. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais accepté le Front National. Mais je suis de plus en plus saisi par la dimension tragique. J'arrive du Japon où je vois un gouvernement qui est très à droite en théorie et qui tout d'un coup se soucie de l'état de l'économie de son peuple, de sa population, et qui fait des politiques de relance, qui seraient considérées comme quasiment d'extrême gauche ici. Vraiment, je suis désolé, je vais essayer de me taire maintenant, mais je voudrais dire que mon coup de colère et peut-être d'irresponsabilité médiatique de tout à l'heure, était l'expression d'un désespoir sincère de citoyens. Karine Berger. Je voudrais réagir et essayer peut-être de... D'abord, première chose, sur le Japon est en train de rentrer en récession. Donc c'est vrai que c'est un modèle intéressant, mais qui, à mon sens, n'est pas tout à fait encore abouti. C'est certainement pas inintéressant de réfléchir à la France en étant un petit peu à l'extérieur. Tout à fait. Et à la situation de l'Europe au sein d'une économie mondialisée. Et d'ailleurs, si Emmanuel Todd rentre du Japon, moi je rentre de Turquie. Et en Turquie, je peux vous assurer que l'Europe, ça fait rêver. Vous savez, quand on est chez nous, on n'arrête pas de taper sur l'Europe. Quand on est Monsieur Philippot, on vomit sur l'Europe. Quand on est Emmanuel Todd, on vomit sur l'euro. Mais à l'extérieur de l'Europe, c'est la civilisation, c'est les valeurs, c'est les droits des personnes, c'est la capacité à rester unis dans la mondialisation. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, l'Europe, qui fait rêver et qu'on a envie de rejoindre. Pourquoi on a envie de rejoindre? Parce qu'évidemment, dans la mondialisation, la seule solution, c'est l'union. L'Europe, c'est la lutte contre la jungle. L'Europe, l'Union européenne et l'euro, c'est la protection de notre souveraineté. Pourquoi nous avons choisi de faire l'Union européenne à la sortie de la Seconde Guerre mondiale? C'est pour protéger notre souveraineté dans un monde qui allait forcément être bouleversé par 2 immenses puissances qui s'appelaient d'un côté les États-Unis et de l'autre l'Union soviétique. Si on était resté tout seul, là, tout petit, isolé,
croyez véritablement qu'on aurait réussi à avoir l'évolution sociale et économique que nous avons eue depuis 50 ou 60 ans? Eh bien, ce que vous proposez à la France, Monsieur Philippot, et ce que vous proposez aussi à la France, Monsieur Todd, c'est un isolement. C'est d'être balayé par la mondialisation, tout seul, isolé, rétrogradé. Votre politique pour la France, c'est la rétrogradation de la France. Réaction de Florent Philippot, s'il vous plaît. Madame Berger, étudiez votre histoire, vous confondez la liberté et l'isolement. C'est aujourd'hui l'Union européenne qui nous isole et nous coupe de la croissance mondiale et vous devriez vous en rendre compte. Alors, c'est pas avec ces arguments très, excusez-moi, mais très creux que vous allez convaincre qui que ce soit. On va parler de choses sérieuses. Alors je réponds à Monsieur Apparu sur la dette. Le droit international s'exprime. Il y a une lex monetae, comme elle s'appelle d'ailleurs, le droit international de la monnaie. Aujourd'hui, 85% de notre dette publique est libellée en contrat de droit français. Et donc, si on change de monnaie, on remboursera en monnaie française. Monsieur Sapir l'explique extrêmement bien. Et donc, l'augmentation de la dette, elle sera minime de l'ordre de 3 points de PIB, déjà inférieur à ce qu'on a payé pour le remboursement de la dette de l'euro aujourd'hui avec la Grèce, etc. Deuxième point, sur les importations. Excusez-moi, mais en l'an 2000, vous savez combien valait l'euro? Il valait 40% de moins que maintenant. Il valait 0,88 $. Est-ce que vous aviez l'impression à l'époque que votre essence était 40% plus chère, que vos produits importés étaient 40% plus chers? Si, c'était une dévaluation de 40% par rapport à la valeur actuelle de l'euro. Votre argument ne tient pas, notamment sur l'essence, pour une raison simple, c'est que vous oubliez dans le prix de l'essence, il y a 60 à 70% de taxes. Donc l'augmentation dont vous parlez du prix du baril ne s'applique pas du tout à 100% du prix à la pompe, elle s'applique maximum à 30 ou 35%. Et vous ne parlez jamais des effets positifs. Mais vous savez, si le Japon a dévalué récemment sa monnaie, si le Royaume-Uni a dévalué sa livre sterling, si la Suisse a dévalué il y a très peu de temps son franc suisse, ils ne sont pas idiots. Ils n'ont pas envie de payer plus cher leur essence et leurs produits importés. Ils veulent relancer leur économie et leurs exportations. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Alors, ayons un débat raisonné, raisonnable. Cessons de revenir sans arrêt à 1945 parce que ça n'a aucun sens. L'Europe n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était au départ. Et le général de Gaulle, excusez-moi, n'aurait pas accepté de payer sa baguette de pain en euros et n'aurait pas accepté. Lisez les mémoires du général de Gaulle, vous verrez la conception qu'il avait de l'indépendance de la France, de la grandeur de la France, et il n'aurait pas accepté de voir notre souveraineté bradée à des gens non élus. Parce que ça devrait vous poser un problème démocratique aussi, l'Europe. Ça n'est pas démocratique ni républicain. Toute petite réaction de Benoît Apparu, et on aborde une nouvelle page avec Emmanuel Cos. J'aimerais qu'on m'explique une chose. Si l'euro est si naze que ça, comment se fait-il que l'Allemagne, l'Autriche et certains pays du Nord, membres de l'euro, se portent aussi bien que ça? Puisqu'on nous dit que l'euro est la faute du chômage, de la dette, de la crise, de tout. Tout est fautif à cause de l'euro. Pourquoi ça marche bien en Allemagne? Pourquoi ça marche bien en Autriche? Pourquoi ça marche bien dans les pays du Nord qui sont membres de l'euro? Mais pourquoi ça ne marche pas bien en Grande-Bretagne? Pourquoi est-ce que la dette a doublé en Grande-Bretagne depuis 2007, 100% d'augmentation de dette, alors qu'elle n'a augmenté que, ce qui est beaucoup trop, de 40% en France et de 30% en moyenne européenne? Pourquoi le commerce extérieur britannique a un déficit qui est le double de la France? Ils n'ont pas l'euro. Donc si je comprends bien, quand on n'a pas l'euro, le commerce extérieur, c'est génial. Expliquez-moi pourquoi le double de déficit en Grande-Bretagne par rapport à la France. J'aimerais qu'on me dise pourquoi tout va si bien en Grande-Bretagne et pas si bien en Allemagne. Je crois que son problème, c'est que pour lui, les pays sont des espèces d'entités abstraites qu'on peut comparer comme ça sur une seule variable, etc. Il n'a pas du tout en vue le fait que l'Allemagne existe avec une certaine organisation sociale, un certain type de structure familiale, un certain type de gestion des corps intermédiaires, que l'Angleterre existe avec un autre régime de flexibilité, le Japon aussi, que le Japon existe et que la France existe. Pourtant, vous avez bien pris une comparaison japonaise. Le problème fondamental de la France, c'est que c'est un pays extrêmement complexe. D'ailleurs, on a fait un livre avec mon copain Levraz sur cette complexité, que ce pays n'est pas l'Allemagne, que la gestion traditionnelle du coût du travail en France, c'était par la dévaluation, que la France a eu l'idée extraordinaire d'inventer l'euro dans lequel elle s'est ligotée, et que la France est simplement un pays qui, de par sa structure... Donc, en fait, ce qui est très intéressant, et c'est l'erreur fondamentale de l'Europe, l'Europe et l'euro sont un projet abstrait qui se refuse à voir ce que sont réellement les nations. Il y a une diversité de nations. Et je dirais, l'euro a été voté quand même. L'euro a été voté.
J'étais contre le traité de Maastricht, mais il a été voté de peu. Donc il était, au départ, légitime. Mais le problème fondamental de la démocratie, c'est que même un peuple ne peut pas voter son abolition. Les Français sont les Français. Vous n'en ferez pas autre chose. Ils ont besoin de leur monnaie, ils ont besoin de la flexibilité monétaire. Et la liberté de la France, ça ne sera pas la liberté de l'Angleterre. Emmanuel Donc vous êtes, je veux dire, ce qui est terrible, c'est qu'on se rend compte que les classes dirigeantes françaises, c'est sans doute une sorte de perversion ultime de l'universalisme français, de l'idéal d'homme universel, c'est que les classes dirigeantes françaises ne sont plus capables de voir la réalité de leur propre pays. Emmanuel Je ne pense pas que Karine Berger et Benoît Apparu soient des traîtres conscients à leur nation. Je pense qu'ils doivent, je veux dire, parce que la réalité objective, c'est que ce sont des gens qui trahissent leur nation. Mais c'est surtout qu'ils ne la voient pas. Je prends un peu au pied de la lettre cette page que vous m'aidez pour une fois à tourner dans cette émission. Au-delà de la question des travailleurs détachés, de celle de l'euro, dont on va évidemment débattre pendant 6 mois jusqu'aux élections, il y a ce sentiment qu'on ressent. Je disais au début de cette émission que les Français n'étaient pas europhobes, mais que sans doute ils sont là, fatigués, notamment par rapport à une Europe qui semble trop lourde ou trop compliquée. Peut-être première question, Emmanuel Cos, comment expliquez-vous ce désamour européen? Et est-ce que vous le percevez, vous, en tant que responsable politique? Écoutez, à écouter notre débat ce soir, je pense que c'est quand même aussi un exemple du désamour européen. C'est-à-dire qu'on explique tous les maux de notre société, nos difficultés par l'Europe. Je ne crois pas que nos problèmes de désindustrialisation ou de pauvreté dans notre pays sont liés à l'Europe. Ils sont liés à des erreurs stratégiques, à des erreurs faites il y a plus de 20 ans sur le manque d'anticipation de notre pays. Et Europe ou pas Europe, il s'y serait passé ces choses-là parce qu'on est incapable de faire évoluer la production. Et par ailleurs, moi je vous le dis, ça fait pas très longtemps que je suis en politique partisane, mais c'est vrai que j'ai toujours été très gênée par la manière dont les hommes et les femmes politiques utilisent l'Europe pour se défausser d'un certain nombre de sujets. Alors que je pense qu'objectivement, l'Europe a besoin qu'on la défende. Et sincèrement, même moi, je veux bien être la seule dans la campagne européenne à le faire, notamment face à vous. Moi, je le dis franchement. Peut-être pas avec les mêmes idées, mais on certainement, monsieur Apparu. Mais je pense qu'on a besoin d'Europe et que l'Europe est quelque chose de fondamental pour notre société et que on peut pas simplement expliquer qu'à chaque fois qu'on a des problèmes dans notre pays, c'est à cause de l'Europe. Par contre, la grande difficulté, quand vous parlez d'un désamour aujourd'hui, c'est que quand on lance des politiques d'austérité et qu'on les brandit, et c'est là qu'on va avoir des forts désaccords avec M. Apparu, sur la question de la réduction des dettes et des déficits, et qu'on dit que l'austérité va nous permettre d'aller mieux demain, évidemment les gens se disent pourquoi l'Europe nous impose ça à notre État et qu'est-ce que ça nous apporte de plus, et on ne le voit pas du tout. Et je pense que c'est un des sujets qui crée le désamour. Karine Berger, pourquoi est-il si difficile d'expliquer ce que nous apporte l'Europe ? D'abord parce qu'on n'en a pas assez parlé. Même du point de vue de ceux qui la défendent. D'abord parce qu'on n'en a pas assez parlé. Ceux qui aiment l'Europe, ceux qui sont des Européens convaincus, ont la responsabilité d'en parler. Typiquement, tout ce que la Banque européenne d'investissement fait en ce moment, lance des projets d'investissement en Espagne, au Royaume-Uni, en France, le financement des hôpitaux. Marisol Touraine vient de signer la semaine dernière une convention de plusieurs milliards d'euros avec la Banque européenne d'investissement. C'est l'argent de l'Europe, cet argent horrible de l'Europe, Monsieur Todd, qui va financer qui va financer aussi les hôpitaux français. Et ça, c'est des choses dont on doit parler en permanence, porter, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez peu discuté dans la discussion politicienne française. Et on a une très fâcheuse tendance à utiliser l'Europe chaque fois qu'on a un petit problème français à faire passer. On sait la faute de l'Europe. Il y a une deuxième raison, qui est une raison peut-être à mon sens encore plus forte, c'est qu'il y a bien deux Europes. Il y a une Europe de droite et il y a une Europe de gauche. Il faut repolitiser. Les bons et les méchants. Le bon vieux manichéisme traditionnel. Non, pas du tout, Benoît Apparu. C'est deux choix de développement. Le problème, c'est que c'est avec toutes ces familles que vous devrez construire l'Europe, que vous le vouliez ou non. Hein. Et c'est bien pour ça que c'est aussi des compromis, comme on l'a vu ce soir avec l'accord qui est arrivé sur la directive des travailleurs détachés. Mais dire qu'il n'y a pas d'un débat politique sur l'orientation de l'Europe, c'est en soi donner l'impression que l'Europe ne peut rien décider. Il y a des choix. L'Europe, c'est celle pour laquelle on vote. Voilà, l'Europe, vous choisissez par votre vote l'Europe que vous voulez demain. Karine et c'est Berger, cette politisation-là qui redonnera du sens à l'Europe. Si même l'augmentation de la TVA sur les centres équestres
semble perçu comme imposé par Bruxelles. Comment convaincre les Français que l'Europe est une chance? Il y a un encore des gamins qui défilaient aujourd'hui avec des poneys. Bon, c'est un exemple assez malheureux du fait que quand on a une difficulté de politique intérieure, on a tendance à se défausser sur l'Europe, alors que là, en l'occurrence, le sujet, il est simple. Quand on s'est mis d'accord au niveau européen pour avoir un rapprochement des taux de fiscalité, et ça correspond à l'harmonisation fiscale et sociale que la gauche appelle de ses voeux depuis toujours, parce que ça fait partie de cette Europe de gauche, cette Europe sociale, cette Europe de l'harmonisation fiscale, c'est l'Europe de gauche. Eh bien, quand on s'est mis d'accord sur un certain nombre d'harmonisations, on ne peut pas essayer d'utiliser cette harmonisation pour se défausser d'un débat intérieur. Guillaume Clossat, est-ce que vous avez conscience du fait que l'Europe semble aujourd'hui très souvent couper des peuples? Et si oui, comment l'expliquez-vous? Je crois qu'il y a plusieurs explications. D'abord pour mes compatriotes, ils ont besoin de sentir que, et Emmanuel Todd l'a raison, que la classe politique croit en l'Europe, mais qu'elle a plus que cette vision, je dirais, fictionnelle de l'Europe, qu'elle la vit dans sa chair, qu'elle a quasiment un rapport géographique charnel avec l'Europe. Et les dirigeants d'après-guerre, ils avaient ce rapport. D'abord, ils parlaient plusieurs langues. Ensuite, ils connaissaient très bien les pays européens, De Gaulle, Mitterrand. L'Europe, pour eux, était une évidence intellectuelle, culturelle, et ça se sentait. Et ils savaient où ils allaient. Et je crois que ça, c'est quelque chose de très important. La deuxième chose... Robert Schuman appelait une Europe organisée et vivante. Aujourd'hui, elle paraît désorganisée et mortellement ennuyeuse. C'est-à-dire que, moi, je crois, pardon Emmanuel Todd, laissez-moi juste quelques secondes. Là, pour une fois, je lève le doigt. Hein. Oui, mais je crois que on a tout eu faux dans la manière de présenter la construction européenne. On a focalisé sur le pilier économique au lendemain de la guerre, alors qu'en fait, en parallèle, on construisait un pilier humain qui était les droits de l'homme, la Cour européenne des droits de l'homme, qui sont des valeurs fondamentales, uniquement partagées et mises en œuvre au niveau européen. Dignité de la personne humaine, interdiction de la peine de mort, respect de la vie privée. Ces valeurs, elles sont appliquées par une Cour supranationale, qui s'appelle la Cour européenne des droits de l'homme, et tous les pays de l'Union européenne l'appliquent. Et elles sont vraiment structurantes dans notre vie quotidienne, on s'en rend même plus compte. Le rapport à notre vie privée, à notre sexualité, aux données privées sont des choses très européennes et voilà, ça fait partie de la vie. J'ai eu la chance de faire Erasmus en 95. Ça m'a appris à connaître l'autre, à apprécier la différence, à me projeter à la fois comme citoyen français et comme citoyen européen et à comprendre la complexité de ce monde. Et je me sens européen parce que je me sens citoyen d'une civilisation que nous avons construite au lendemain de la guerre. Excusez-moi Emmanuel Todd, mais votre manière de jouer du pipeau... Je vais vous dire un truc, moi. J'essaie de penser aux Français qui nous écoutent. Non, mais attendez. L'Europe, un jour, Cabu, vous allez rire, mais vous allez rire. Un jour, Cabu m'a dit, mais si tu devais donner une image pour l'Europe, ça serait quoi? J'ai réfléchi et je lui ai dit, pour moi, c'est le continent des matins calmes. Et il m'a dit, pourquoi? Parce que en 89, quand le mur est tombé, j'ai vu des jeunes gens de mon âge et on dit, nous, on avait la peur au ventre le matin en se réveillant parce qu'on ne savait pas ce qui allait nous arriver. Et quand je vois les Ukrainiens, je sais et je parle avec eux, je sais exactement qu'ils pensent la même chose. L'Europe, c'est le seul continent où le matin, en se réveillant, on sait qu'on est en sécurité, qu'on ne va pas risquer une peine de mort arbitraire aux États-Unis, être exécuté en Chine ou mis en prison, assassiné en Russie, etc. Et ça, c'est l'une des plus grandes conquêtes de la civilisation. Apparemment, ça ne mobilise plus assez. Mais parce que ou alors, vous nous dites que c'est peut-être un tel confort moral qu'on ne s'en rend plus compte, mais Emmanuel Todd, encore une fois, le côté politique, c'est que nos concitoyens veulent aussi de la politique, et pour eux, la politique, c'est quelque chose qui est incarné avec des dirigeants et pour lesquels on vote. Et l'Europe, il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas de débat politique, et il n'y a pas de choix de ces dirigeants. Alors, Emmanuel Todd, je voudrais expliquer pourquoi j'ai fait le clown en jouant du violon. C'était pour exprimer mon sentiment d'irréalité devant ce qui était dit. C'est-à-dire qu'on parle d'Europe, comme si on parlait toujours de l'Europe qui existait. C'est-à-dire l'Europe, ça a été un rêve magnifique de nations libres et égales, assez conformes à l'idée française de la liberté et de l'égalité. Et on ne veut pas se rendre compte que le principe de la concurrence, du libre-échange généralisé, dramatisé
par la création de l'euro et la légitimité monétaire, quel beau lapsus, a fait de l'Europe une sorte de champ de force où des nations qui existent toujours s'affrontent en termes de puissance. Là, on est dans le réalisme, on n'est plus dans le et que l'Europe est devenue exactement le contraire de ce qu'elle était au départ. C'est-à-dire que c'est maintenant, il y a une puissance dominante, qui est l'Allemagne, il y a son brillant second, dont l'accord permet à l'Allemagne de régenter et de martyriser les pays du Sud, c'est devenu un monde hiérarchique. Et ça n'est plus ce que c'était. La façon dont on parle du rapport de la France à l'Europe est ridicule. On devrait parler du rapport de la France à l'Allemagne. Le président de la République française, en termes de droit constitutionnel, est le chef de l'exécutif le plus puissant du monde libre. Vous êtes à l'Élysée, vous avez l'article 16, vous avez le droit de dissolution, vous êtes tout. Et la réalité de ce qui se passe actuellement en Europe, c'est parce que le pouvoir de création monétaire a été transféré à Francfort et parce que sans le pouvoir de création monétaire, on ne peut pas faire de politique économique, la réalité de la France est que, en fait, elle est sous contrôle, sous gestion indirecte à travers la Banque centrale européenne et les grandes banques françaises. On est sous gestion allemande ? Comment ? On est sous gestion allemande ? On est sous gestion allemande. Et c'est pour ça, ça n'est pas dirigé contre la personne du président. Mais maintenant, quand je conférence, je ne parle plus du président Hollande, je parle du vice-chancelier Hollande. C'est ça la réalité. Et ce qui m'énerve quand on est là avec ce discours très soft, très gentil, c'est qu'on ne parle plus de la réalité. L'Europe est devenue un monde de rapports de force et de violence interne. Florian Philippot et ensuite Benoît Apparu, Karine Berger et Emmanuel Cos vous répondent. Non, mais le problème, effectivement, c'est que on ne se tourne plus vers les peuples, notamment. On dit les peuples, ils doivent s'exprimer. Ils se sont exprimés en France. Il y a eu un référendum, je rappelle, en 2005. On a fait un référendum, tout le monde s'en souvient, et on a beaucoup voté d'ailleurs, sur la Constitution européenne. Les gens ont dit non, à près de 55%. Et puis une majorité, quelques années plus tard, sous Sarkozy, UMP, PS, Modem, Verts, s'est permis d'aller voter au Parlement, au Congrès, contre l'avis des Français, faisant passer cette Constitution européenne rebaptisée Traité de Lisbonne. N'espérez pas, après ça, créer de la confiance dans un système européen qui a démontré qu'il se faisait contre les peuples. Et aujourd'hui, vous n'avez plus aucun débat. Je veux dire, la directive détachement, elle aurait dû faire l'objet d'un débat. C'est quand même extrêmement important. L'euro, ça devrait faire l'objet d'un débat. L'ouverture totale des frontières ou le protectionnisme intelligent que nous prônons, ça devrait faire l'objet d'un débat. La question des Roms et des frontières, ça devrait faire l'objet d'un débat. Mais non, parce que il y a aujourd'hui les violons, effectivement. J'ai l'impression d'être sur le Titanic. Pendant que ça coule, on a l'orchestre. Vous savez, l'orchestre jouait en haut, là. Il continue à jouer pendant que les troisième classes sont en train de se noyer. Les troisième classes aujourd'hui, c'est les peuples européens. On débat au Parlement européen, que je sache, vous avez des oui, on débat, non, on débat pas. Parce que PSE et PPE votent ensemble tout. Dans 97% des cas, ils votent les directives ensemble. On n'est pas au PSE ni au PPE. Venir plus souvent, et par ailleurs, le Parlement européen, excusez-moi, il ne représente pas un peuple. Il n'y a pas de peuple européen. La seule légitimité, ce que vous dites, ce qui est vrai dans l'Europe, la liberté, etc., sont les nations qui l'ont construit. C'est la France, c'est l'Allemagne. Et ce qu'aimait le général de Gaulle et les autres, Adenauer, c'était la France, c'était l'Allemagne, l'Italie. C'était la richesse et la diversité des nations qu'il faut préserver, parce que c'est ça la démocratie. Alors je dis, faisons un grand débat, un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Bon, s'il faut quitter l'Europe, alors les plus soumis aux traités européens diront il y a l'article 50 dans les traités, on peut l'utiliser. Moi je dis on peut quitter l'Europe parce qu'on le peut par souveraineté, parce que c'est prévu par le droit international des traités. Il faut quitter l'Europe. Si les Français en décident ainsi après un référendum. Votre avis. Moi, si on n'arrête pas on ne réforme pas en profondeur, mais quand je dis vraiment en profondeur, c'est plus d'euros, possibilité du protectionnisme, plus de Schengen, possibilité d'avoir la souveraineté nationale. Alors oui, mais sinon, si on ne peut pas avoir tout ça, alors oui, il faut quitter bien sûr l'Union européenne, retrouver notre liberté, qui n'est pas à confondre avec l'isolement, Mme Berger. Parce que si vous considérez qu'un pays souverain est un pays isolé, alors il faut renoncer à la démocratie, parce que la démocratie, c'est l'autre nom de la souveraineté. Karine Berger, en fait, on est en train de tourner autour de l'idée que cette Europe aujourd'hui, elle est perçue comme une construction contre les peuples. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Et je serais tenté d'ajouter, parce que ça a été abordé en parlant d'Europe allemande il y a quelques instants par Emmanuel Todd, si l'Europe exigeait moins, notamment d'efforts en matière budgétaire, est-ce qu'elle ne serait pas aussi plus populaire? Donc les contraintes et bâties contre les peuples, avec le précédent quand même du non au référendum, qui, qu'on le veuille ou non, a effectivement été détourné.
Le Parlement européen est dominé par la droite. La Commission européenne est dominée par la droite. Si les élus du Front National au Parlement européen n'étaient pas parmi les champions de l'abstentéisme, M. Philippot saurait que le PPE et la gauche ne votent pas de la même façon. La situation est simple. Vous pensez sincèrement qu'on peut expliquer tout ça en disant que c'est la faute de la droite? La question de l'austérité, excusez-moi Yves Calvi, les politiques d'austérité sont des politiques que nous combattons à gauche, que nous combattons. Il se trouve que la droite, dominatrice en Europe et qui a été en Allemagne depuis 10 ans à la tête du pays, a choisi systématiquement le libéralisme, a choisi systématiquement l'austérité, et que c'est ça qui explique la faiblesse économique de l'Europe actuelle. Tant que nous aurons ces choix-là, et si nous ne les changeons pas, si à l'occasion des prochaines élections européennes, il n'y a pas un changement d'orientation politique voulu par les citoyens, c'est eux qui, avec leur bulletin de vote, choisiront. C'est pas difficile, c'est eux. Ils iront dire, s'ils veulent, une Europe qui est encore plus vers le libéralisme, encore plus vers l'austérité. Ou est-ce que, enfin, vous savez, franchement, je pense qu'on va avoir une occasion unique de délégitimer le Parlement européen, ne pas aller voter. Monsieur Todt, votre problème n'est pas l'anti-européanisme, votre problème c'est la germanophobie. Je ne sais pas ce que les Allemands vous ont fait, j'ignore complètement quelles sont les relations psychanalytiques que vous avez avec ce pays. Il se trouve que moi c'est un pays que j'aime, dont je parle la langue. Vous parlez de votre germanophilie, c'est autre chose. Non, bon, parce que quand on dit simplement qu'on aime un pays, on est germanophile. Je n'ai pas parlé de sentiments, c'est vous qui avez développé une thématique sentimentale. Vous confondez des rapports réalistes entre les nations. Systématiquement un pays avec les choix politiques temporaire de ce pays. Donc pour moi, c'est effectivement de la germanophobie. Peut-être que vous pourrez nous expliquer en quoi vous avez un problème avec l'Allemagne. Qui ont fait de l'Allemagne elle-même l'austérité. Non. Est-ce que je peux finir? Vous laissez terminer Karine Berger, s'il vous plaît. Les politiques d'austérité budgétaire sont remises en cause aujourd'hui. On a des modifications lentes, c'est vrai, mais qui ont lieu actuellement en Europe. J'ai évoqué très rapidement la question de la Banque européenne d'investissement. C'est fondamental. On a 20 milliards d'euros d'investissement qui vont être mis dans les pays qui ont les plus grandes difficultés sur l'investissement de long terme. Ça aussi, c'est l'Europe. C'est-à-dire, c'est l'Europe qui choisit l'avenir, qui choisit de faire des nouvelles technologies, qui choisit de faire des transports, de l'énergie. Exactement comme il y a des années, on s'est mis tous ensemble pour construire quelque chose dans l'aérien. On peut faire, et on est en train de lancer des grands chantiers. Mais c'est vrai que la ligne a contourné, elle a été ancrée depuis 10 ans par des politiques libérales de droite qui ont été effectivement des politiques qui ont affaibli économiquement l'Union européenne et la zone euro. Benoît Apparu, il y a une chose fondamentale qui est dans le droit fil de ce que vient de dire Karine Berger. Elle essaie de nous vendre, c'est le truc habituel, c'est même son truc habituel. J'ai déjà fait un débat avec elle. Je veux dire, dans des trucs, il y a une autre Europe, une autre Allemagne, la gauche. Mais les réformes qui ont fait de l'Allemagne une économie compétitive très dure, qui ont abouti à l'apparition en Allemagne d'une catégorie de travailleurs sous-payés. Je veux dire, ont été faits par un chancelier social-démocrate. C'est les sociaux-démocrates. C'est-à-dire qu'à un moment décisif de l'histoire allemande et récente, la gauche allemande a été pire que la droite. Benoît Apparu. Deux, trois remarques, peut-être, pour essayer de répondre à votre question. Pourquoi y a-t-il ce désamour? Merci. Premier élément, ça fait 30 ans que j'entends dans tous les discours, matin, midi et soir, que tout est la faute à l'Europe. Et que nous, politiques, de droite comme de gauche, on se défausse sur l'Europe de nos propres incohérences et des réformes que nous n'avons pas faites. Assumons les réformes que nous n'avons pas faites en France. Et ensuite, on regardera la question européenne. Parce que regardons les réalités. Vous voulez dire Europe, bouc émissaire facile pour ne pas se remettre, nous, Français, en question? C'est exactement ça. J'en veux cet exemple, là encore. Quand on regarde les situations comparées entre les différents États européens, qui sont tous soumis aux mêmes règles européennes, je ne comprends toujours pas pourquoi il y a des réussites économiques si différentes entre les uns et les autres, alors qu'on nous dit que tout est la faute à l'euro. C'est peut-être parce qu'il y a effectivement des différences entre les pays. C'est peut-être aussi parce que les politiques économiques qui ont été menées par tel pays ou tel autre pays ont mieux marché d'un côté que de l'autre. Là encore, l'Europe est le bouc émissaire facile. Le budget européen, c'est quoi? 19 milliards d'euros. C'est très peu. C'est-à-dire pas un point du PIB français. Le nombre de fonctionnaires, puisqu'on nous dit qu'il y a une bureaucratie galopante en Europe, c'est 50 000 fonctionnaires pour 500 millions d'habitants.
moins que la ville de Paris qui compte 2 millions d'habitants. Arrêtons cette facilité intellectuelle qui consiste à dire que tout est la faute à l'Europe. Et revenons peut-être aux réalités, qui sont des réalités franco-françaises. Et là, j'aurai des profonds désaccords avec ce que vient de dire Karine Berger. Non, les politiques d'austérité ne sont pas dues ni à la droite ni à la gauche. Elles sont dues au déficit que nous avons créé les uns et les autres. Elles sont la conséquence des déficits. Si effectivement nous traitions ces questions-là, d'abord, peut-être que nous serions dans une situation économique meilleure, plutôt que de multiplier les impôts comme vous le faites aujourd'hui. Emmanuel Coste, c'est étrange, quand l'Europe va mal, les fédéralistes en veulent généralement toujours plus. Et nous disent, mais c'est parce qu'il n'y en a pas assez d'Europe. Oui. Alors, voilà, ma question, c'est est-ce que c'est votre cas? Oui, absolument. Et je pense que justement, c'est parce que l'Europe ne va pas assez loin qu'on pense qu'elle ne sert à rien et qu'elle n'apporte rien aux citoyens européens. Et l'exemple du budget est très intéressant. L'Europe n'a pas de budget, n'a pas d'autonomie budgétaire. On vient de voter un budget, malheureusement, avec un accord de François Hollande qui a accepté un budget bradé. On a fait 85 milliards d'économies, et y compris, vous l'avez vu, si vous vous en souvenez pas, on nous a expliqué qu'on allait avoir plus d'argent sur le chômage des jeunes. En même temps, on a quand même dû se battre pour garder des aides aux plus démunis, qui sont quand même quelque chose d'extrêmement important au niveau européen. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'Europe, c'est quoi? C'est un budget très faible. C'est une administration qui a du mal à être présente dans les régions européennes, dans l'ensemble des pays, pour mettre en place sa politique. C'est aussi une commission qui n'est pas élue. Et on peut aussi parler de la question démocratique qui est très importante. Il y a un Parlement, et à côté de ça, une commission qui n'est pas élue, qui aussi éloigne encore plus les citoyens de cette réalisation européenne. Et oui, c'est vrai que nous, écologistes, nous sommes pour une région plus fédérale. Et je vais même vous dire, mais je sais que je vais peut-être créer quelques colères de M. Todd, mais je pense que le problème, c'est aussi le problème de l'État-nation. Moi, je vous dis franchement, je crois qu'il faut... C'est le vrai débat, ça. Mais oui, c'est ça. On a des vraies oppositions, mais moi, je le dis franchement, je pense que l'Europe sera d'autant plus intéressante pour tout le monde qu'on arrivera à une dissolution de l'État-nation et quelque chose de beaucoup plus intégré. Et je sais que c'est un... Mais je préfère quand c'est avoué. Ah mais moi, les écologistes ont toujours été extrêmement clairs là-dessus. Et moi, je crois beaucoup à une Europe fédérale, à une Europe avec des institutions et un sentiment européen beaucoup plus fort. Et par ailleurs... Vous nous décrivez une France qui serait en quelque sorte une région européenne, plus qu'un pays. C'est ce que veulent les Allemands. Je vais au bout de votre logique. Mais pourquoi pas? Et on peut se sentir française comme aujourd'hui. Moi, je me sens parisienne et française et européenne. Non, il faut choisir. Il faut choisir. Si vous voulez la dissolution de l'État-nation, ne vous dites plus française, dites-vous européenne. Excusez-moi, je ne sais pas de quelle région de France vous venez, mais je suis sûre que vous avez... Mais oui, non, mais sincèrement, je pense qu'il faut aussi arrêter avec ce sentiment national exacerbé. Non, mais là, c'est le vrai débat. C'est le vrai débat. Et on doit choisir notre voie. Je dirai juste après. Et la dernière chose, c'est que tout à l'heure, vous sembliez moquer ce qu'on peut dire sur ce que l'Europe a pu apporter en matière de droits et de liberté. Moi, je le dis sincèrement parce que j'étais très marquée par la guerre dans les Balkans. Je le dis franchement. Aujourd'hui, il y a des pays en Europe centrale qui sont certes dans des situations économiques extrêmement difficiles. Mais je peux vous dire aujourd'hui, allez discuter avec des jeunes de Belgrade, allez au Kosovo, allez en Macédoine, allez discuter avec eux du sentiment européen. Ces gens sont au cœur de l'Europe. Non mais sincèrement, ils sont au cœur de l'Europe, ils en sont exclus, ils ont besoin de visa pour simplement sortir de leur pays. Il faut aussi réfléchir à ce que ça veut dire aujourd'hui. Et vous voulez faire rentrer les Balkans dans l'Union européenne? Moi je vous dis à terme. Je pense qu'il faut qu'ils rentrent et surtout c'est de... Serbie, Albanie, Kosovo, Monténégro, Bosnie. Et vous, ben oui, absolument. Et je crois qu'une des raisons de stabilité de l'Europe et puis du progrès de ces pays, des chances qu'on peut offrir à des jeunes en termes de qualification, d'emploi, de diplôme, de droits aussi. Je peux vous dire un truc, dans ces pays où il y a encore des vrais sujets sur l'autonomie des femmes et le respect de leurs droits, l'Europe pour elles, c'est un gain énorme. Et c'est ce que demandent les citoyens dans ces pays. Je ne parle même pas après de ce qui se passe en Ukraine, mais il faut aussi comprendre que les gens, ce n'est pas simplement parce qu'ils sont béats et naïfs qu'à un moment ils espèrent l'Europe. C'est aussi parce que l'Europe amène des droits, amène une autonomie et amène aussi un respect politique pour l'ensemble des pays. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. C'est capital, cette vision de l'Europe comme le lieu de la démocratie et des libertés. C'est un problème absolument fondamental et c'est le fond de mon inquiétude. Parce que c'est une vision déformée de l'histoire. Si on regarde l'histoire de la démocratie occidentale, ça n'est pas l'histoire de l'Europe. La démocratie occidentale, c'est la France, l'Angleterre et les États-Unis. C'est le monde atlantique. C'est là que la démocratie a été inventée. Et la réalité de l'Europe continentale dans l'histoire, à partir de l'après-révolution française ou de l'après-révolution anglaise de 1688, c'est plutôt l'incapacité du continent
à suivre les Français, les Anglais et les Américains. Les inventions politiques de l'Europe au XXe siècle, ça a été le fascisme, ça a été le nazisme, ça a été le franquisme. Et en fait, la zone euro, si vous la regardez vers 1930, à l'exception de la France, je veux dire, et du Benelux, ça n'est pas une zone de démocratie. Et ce qui me fait vraiment peur en tant que prospectiviste, là je suis complètement sérieux. Avant, ça pourrait se discuter. Mais là, je suis complètement sérieux. Je veux dire, ce qui me fait peur, c'est que dans l'architecture austère et répressive et hiérarchique qui devient celle de la zone euro, je vois remonter le fond non démocratique et non libéral du continent européen. C'est là qu'on a... Vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous nous dites. Mais bien sûr, mais vraiment. Alors là, je délivre un message d'inquiétude absolument sérieuse. Mais bien sûr, c'est terrorisant. Mais on m'accuse, on me dit, oh, Monsieur Todd est germanophobe, Monsieur Todd n'aime pas la démocratie, la liberté, etc. Mais je suis un historien raisonnable. L'école historique française, c'est l'histoire de la longue durée. Et se poser au moment où l'Europe est devenue un système hiérarchique avec des sous-hommes qui sont les Grecs et des semi-sous-hommes qui sont je ne sais quel pays, et avec l'Allemagne qui organise tout ça avec la complaisance de la France, je dois me poser la question raisonnablement de ce qu'est l'Allemagne et dire que, a priori, je veux dire, refuser de voir que l'histoire de l'Allemagne au cours du XXe siècle a été un peu particulière. Non, mais c'est scandaleux. Je ne veux pas laisser. Excusez-moi, Yves Calvi. Je ne laisserai pas l'Allemagne être insultée de cette façon-là. Je ne laisserai pas remettre en cause le fait que l'Allemagne est une grande démocratie. Une démocratie où les droits des personnes. Je parle pas du présent. Je parlais en historien. Très bien. Mais elle peut vous répondre par le présent. Si un pays. Bien sûr. Il me semble. On est qu'au début. Je précise ma pensée pour ne pas être mal compris. Mais vous avez été très bien compris. On est qu'au début. Je parlais du pressentiment d'une dynamique très inquiétante. D'une influence d'extrême droite, il est voué à la honte de l'histoire. Il est voué à ne jamais connaître la démocratie. C'est scandaleux ce que vous dites. Ça signifie que n'importe quel pays qui a eu le malheur d'être en face d'une aventure populisme dans sa vie, dans des conditions économiques que tout le monde connaît dans les années 30 pour l'Allemagne, serait forcément à jamais banni de la liste des pays démocratiques sur cette planète. J'ai pas dit ça du tout. J'ai dit que compte tenu de la forme hiérarchique. Florian Philippot. Je dis que compte tenu. Non, ensuite je vais avoir tout le monde aux fesses en disant ce que je n'ai pas, en disant que j'ai dit des choses que je n'ai pas dit. J'ai dit que compte tenu. Non, mais tout le monde a compris, je vous rassure. Donc je dis que. Il n'y a que les gens de mauvaise foi qui ont pas compris. Compte tenu de l'allure étrange, inégalitaire, hiérarchique, autoritaire que prend cette Europe qui est actuellement sous hégémonie allemande, je dis qu'il n'est pas illégitime de se demander si nous ne sommes pas confrontés à une dynamique négative qui a certains rapports avec une dynamique particulière de la culture allemande. Surréaliste vient de dire Benoît apparu, et c'est Florian Philippot qui prend la parole. Non, mais ce que décrit Emmanuel Todt, c'est la possibilité d'une sorte d'eurofascisme. Oui, c'est-à-dire des pouvoirs qui n'appartiennent plus au peuple, une technocratie. Vous savez, Mendès France avait théorisé ça dès 1957. Il avait voté non à l'Assemblée nationale au traité de Rome. Il avait dit il peut y avoir une forme de dictature qui serait une dictature imposée par une autorité technique. Bon, c'est la Commission européenne. Relisez son texte, c'est extrêmement visionnaire. C'est une sorte d'eurofascisme et je crois qu'on y va à toute vitesse. Si on continue comme ça, on voit bien qu'on bafoue les peuples, on fait tout dans leur dos, on annule les référendums, on les fait revoter ad nauseam jusqu'à ce qu'ils disent oui, etc. En tout cas, on est curieux. Je me dois de faire remarquer qu'on est curieux d'entendre le Front National citer Pierre Mendès France dans cette émission. Je le fais régulièrement. Parenthèse fermée. Mais Madame Cosse, je suis en désaccord total, mais je vous remercie parce que vous avez l'honnêteté de ce que vous pensez et en démocratie on débat et vous êtes pour l'Europe fédérale de manière parfaitement assumée et la dissolution des nations, des États-nations, vous avez dit. Moi, je suis exactement pour l'inverse. Je suis pour la coopération entre les États-nations, celle qui a produit, Ariane, Airbus, qui a marché, Erasmus. C'est-à-dire pas ce système supranational, fédéral, dont il faut dire aux gens que non seulement il n'est pas démocratique, parce qu'il n'y a pas de peuple européen, et ça vous ne pourrez pas le décréter, peut-être qu'il y en aura un dans 100 ans, 200 ans, aujourd'hui il n'y en a pas. Donc on ne peut pas faire en dehors des réalités. Vous vous souvenez qu'Ariane, c'est une coopération franco-allemande, hein? Oui, mais c'est pas l'Europe, c'est exactement ce que je dis, mais c'est pas la Commission, c'est pas la Commission, c'est pas le traité Union Européenne, etc. C'est une coopération de nations, c'est ça qui marche. Deuxième chose, il faut expliquer aussi que l'Europe fédérale, non seulement c'est pas démocratique, mais en plus c'est extrêmement cher. Pourquoi c'est pas démocratique? Parce que vous vous dites toujours il faut
faut. C'est pas démocratique parce qu'il n'y a pas de peuple. C'est le démocrato, c'est le pouvoir du peuple. Il n'y a pas de peuple européen aujourd'hui. Ça ne peut pas être démocratique. Le seul cadre de la démocratie aujourd'hui sont les nations, parce qu'il n'y a pas de débat et de peuple au niveau européen. Et deuxièmement, sinon on est dans l'utopie totale et c'est dangereux l'utopie. Deuxièmement, c'est cher parce que faire un budget européen, comme vous dites, fédéral, pourquoi pas, mais ça veut dire que les peuples acceptent de transférer chaque année entre 3 et 5 points de PIB. Pour l'Allemagne, ça veut dire 100 milliards d'euros de transferts chaque année vers les zones les plus démunies, notamment le Sud et l'Est. Est-ce que les Français sont prêts à transférer des dizaines de milliards d'euros chaque année ? Je ne pense pas. En tout cas, il faut leur demander. Florian Philippot, ce soir encore, on manifeste à Kiev, en Ukraine, pour trouver des accords de partenariat avec l'Europe. Alors, je remercie Alban Mikosi qui nous a tenus au courant. On craignait une intervention de la police ce soir auprès de la maison où sont pour l'instant engagés l'opposition. Ça n'est pas le cas. Mais tous les jours, des gens manifestent avec des drapeaux européens pour nous dire leur désir de nous rejoindre. Que pensez-vous de leur démarche ? Et je dis, vous savez, nous, on défend la liberté des nations et la souveraineté, donc l'Ukraine fera ce qu'elle veut. Si elle veut rejoindre l'Union européenne, on donnera notre avis quand même. Est-ce qu'on veut un nouvel élargissement ou pas ? Pour le reste, moi, je connais l'Union européenne de l'intérieur. Ça n'est pas un gage de démocratie et de liberté publique. Vu de l'extérieur, avec des tonnes de communication et l'argent que ça peut apporter, notamment les premières années, parce qu'au début, on donne beaucoup d'argent aux nouveaux entrants, ça peut paraître attractif, mais l'Ukraine devra choisir sa voie. Je ne lui souhaite ni la voie russe, ni la voie Union européenne. Je lui souhaite la voie ukrainienne, le développement par elle-même sur ses propres forces. Guillaume Clossat. Juste, parce que parfois l'histoire, c'est pas inintéressant. En 89, il y a eu la chute du mur. On a décidé en 2004 d'intégrer 10 anciens États soviétiques au sein de l'Union européenne. Dès la chute du mur, on a enclenché cette démarche avec la RDA. Que se serait-il passé si ces 10 États n'avaient pas rejoint l'Union européenne ? On aurait à nos portes 10 Ukraines, avec des mafias, pas d'état de droit, des jeunes qui cherchent un avenir et un horizon et qui pourtant sont bien formés. Et moi, je veux dire, rien que pour ça, je suis très fier d'être européen. Maintenant, j'ai appelé mes amis ukrainiens, je leur ai dit qu'est-ce qui se passe. Et c'est simple, ils vous disent pourquoi. Ils veulent l'idée européenne. Et c'est plus l'idée européenne que peut-être l'Union européenne qu'ils veulent. Oui. Ils veulent être respectés. Non, mais c'est important. Ils veulent être respectés dans leur vie quotidienne. Ils veulent être respectés dans leurs différences. Les femmes veulent être respectées. Non, mais c'est peut-être stupide, hein. Vous me direz, vous êtes naïfs, les valeurs, vous savez. Ils veulent l'état de droit. Ils veulent l'état de droit. Ils savent que la démocratie, c'est pas un système parfait, mais ils veulent des systèmes qui protègent contre la corruption. Ils veulent des relations pacifiques avec leurs partenaires. Ils veulent être dans une situation de dialogue et pas dans une situation post-coloniale. Voilà pourquoi ils veulent l'Europe. Ces Ukrainiens. Ils veulent l'Europe parce qu'ils veulent être des Européens comme les autres. Et le succès de ce continent européen, c'est de permettre à un demi-milliard d'individus de vivre en paix, de vivre en liberté. Maintenant, il y a des problèmes. Il y a des problèmes. On a réussi la première étape. Maintenant, c'est à nous d'écrire la deuxième page de l'histoire européenne. Et la deuxième page de l'histoire européenne, pour moi, c'est une démocratie européenne qui articule démocratie nationale et démocratie continentale. C'est un pilote dans l'avion, c'est des débats continentaux sur les grands sujets sur lesquels il n'y a plus de souveraineté nationale et sur lesquels on a besoin de discuter ensemble, parce qu'il y a des sujets qui relèvent de la souveraineté nationale et qui resteront. Il y a des sujets sur lesquels on sait qu'il n'y a plus de souveraineté nationale. La régulation financière, le développement durable, les grandes politiques d'innovation, parce qu'aujourd'hui il y a une révolution industrielle. Les Européens sont les meilleurs sur 6 des technologies clés d'avenir. On est incapable de mettre les centaines de milliards qui sont nécessaires et les Chinois et les Américains le font parce qu'ils ont la taille critique. Voilà ce que je veux, moi. Je veux que l'on crée la co-souveraineté là où on en a besoin pour exister demain, alors que nous ne représentons plus que 5% de la population mondiale quand nous en représentions avec nos colonies 50% il y a 60 ans. Benoît Apparu, il n'était pas question pour les Ukrainiens d'intégrer l'Europe, mais d'obtenir un accord de partenariat. Mais c'est évidemment émouvant et troublant de voir ces drapeaux en ce moment qui sont agités avec courage. Est-ce que vous souhaiteriez qu'un pays comme l'Ukraine puisse rejoindre l'Union européenne aujourd'hui? Non. Alors qu'on est en crise de croissance. Qu'il y ait un accord de libre-échange, oui. Qu'il rejoigne l'Union européenne, probablement pas. Ce qui est fascinant dans ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est passé de la révolution orange à la révolution étoilée. Ils ont échangé le drapeau orange, première révolution ukrainienne, contre un drapeau
européens. Autrement dit, le drapeau européen est pour eux le symbole de la paix, de la sécurité, de la liberté et de la lutte contre toutes les formes de corruption et contre la vassalisation qu'ils redoutent face à leurs grands voisins russes. Ça, c'est un élément fascinant qui doit nous interroger. Tout à l'heure, on a eu une sortie sur les valeurs qui a été, entre guillemets, moquée par d'autres. C'est dommage, parce que oui, l'Europe s'est construite sur la paix. Et oui, cet élément-là nous permet une sécurité permanente que nous avons probablement oubliée parce que nous n'avons pas connu d'autres périodes, mais qui reste le fer de lance de la construction européenne. Il y a eu une multitude d'autres réussites. La PAC est une réussite pour les agriculteurs français, Erasmus pour les étudiants français qui en ont profité par centaines de millions. Et oui, nous devons aussi regarder nos erreurs sur les politiques migratoires européennes, sur la naïveté commerciale européenne. Donc oui, on a fait des erreurs, oui, il faut faire des corrections, mais remettre le socle de la paix, le socle de la sécurité commune en l'air est une erreur fondamentale qui, là, pourrait créer les désordres qu'évoquait M. Todd. Erasmus, vous avez dit par centaines de millions, je pense que vous vouliez dire par centaines de milliers. milliers. Pardon. Voilà. Emmanuel Todd, et ensuite j'ai une question à poser à Emmanuel Cos. Comme on fait de la géopolitique, soyons sérieux, donc on passe son temps à se féliciter de la paix en Europe. Le seul après, sérieux, Oui, après tout ce qu'on a il il y en a qu'un qui est sérieux. Le seul C'est-à-dire, la paix véritablement en auprès des Afrique, on gens. ne peut pas s'en féliciter. La paix, Non, mais la paix dans en Afrique, l'ancienne c'est Union l'action de l'armée soviétique, française on ne peut tout pas s'en seul. donc, féliciter. Je veux dire, la paix en Europe, c'est une réalité. Tout autour, il n'y a pas la Emmanuel Todd. Emmanuel Todd. Après mon mauvais comportement tout à l'heure, je suis presque soulagé qu'on me coupe la parole à mon tour. C'est bien fait pour moi. La paix en Europe, je crois qu'il faut quand même être raisonnable. N'oublions pas de remercier nos amis américains qui ont établi la paix en Europe occidentale, qui par elle-même n'était arrivée à rien qui soit manifeste. En ce qui concerne l'Ukraine, je suis un peu préoccupé d'entendre un nouveau mythe monter, l'idée les Ukrainiens veulent ceci, les Ukrainiens veulent cela. La réalité de l'Ukraine, c'est que c'est une double nation, avec une partie qui est simplement russe et une partie qui est ukrainienne avec une langue ukrainienne. Et donc l'Ukraine n'a jamais existé comme une nation simple, et depuis l'explosion de l'Union soviétique, elle est soumise à des pressions contradictoires. Donc dans un premier temps, on a eu le sentiment que dans l'échec du communisme, qui était aussi l'échec des Russes, l'Ukraine allait effectivement dériver à toute vapeur vers l'Europe. C'était le sens des révolutions oranges et toutes ces choses. Mais la tendance générale qui s'affirme depuis, en dépit de ces drapeaux européens dans une partie de la population, la tendance générale en Ukraine est plutôt, c'est pas tellement qu'elle s'éloigne de l'Europe, les deux parties de l'Ukraine sont, je veux dire, c'est une division polaire qui ne peut pas être résolue. Mais le problème de l'Ukraine, c'est justement que l'Europe n'a pas la dynamique qui permettrait d'attirer à elle l'ensemble du système, et que la Russie de Poutine est plutôt dans une remontée de puissance et d'organisation, et que son poids, je dirais, particulier en Ukraine augmente. Donc la tendance de l'Ukraine, la réalité de l'Ukraine, c'est qu'elle est divisée, et la tendance, c'est que l'Europe a de moins en moins d'énergie pour l'entendre. Vous entendez à Paris. À Paris, nous est très bien. On n'en veut pas en Europe. Je veux dire, à partir du moment où on dit qu'on n'en veut pas en Europe et on veut juste un accord de libre-échange, les Russes proposent beaucoup plus. Non, les Russes proposent également un accord de libre-échange, justement. Non, pas beaucoup plus. Non, mais les Russes sont la moitié de l'Ukraine. L'émission était quasiment terminée. Il faut que je pose une question à Emmanuel Cos. Vous nous avez dit plusieurs fois dans cette émission que vous assumiez vos options fédéralistes. Mais, fédéraliste, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le principe de l'État-nation est dépassé par une structure plus grande. Ouais, on prend des décisions en commun. Emmanuel Cos, Si je n'exprime pas votre pensée, vous reprenez en main. Excusez-moi, je dois être un peu sourdin. Pardonnez-moi. Vous êtes totalement égocentrique. S'il vous plaît. À combien vous l'arrêtez, cette Europe que vous voulez plus grande? Parce que la question quand même de l'espace est réelle. C'est à quel moment vous arrêtez? Tout à l'heure, vous vouliez faire entrer les Balkans. Mais, enfin, en vous écoutant, on était presque d'accord. On se disait, tiens, elle a raison. Mais on sait en même temps que ça n'est pas... Non, mais très bien. Non, mais ça, vous serez à quel moment vous l'arrêtez, cette Europe à Mais moi, je crois pas. On n'est pas en train de discuter de quand est-ce qu'on ferme les frontières. Enfin, je suis pas là de prendre une carte et de décider ce qui a été fait il y a quelques siècles. Il faudra la prendre à un moment, la carte. Non, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut discuter des peuples qui se sentent européens et qui veulent y être.
Moi, je ne vais pas dire, comme a fait M. Apparu toute seule, l'Ukraine, oui ou non, la Turquie, oui ou non, tout ça. Je pense que ça relève de débats démocratiques et en Europe et avec ces pays-là. Et ce qui est certain, c'est qu'on a un certain nombre de pays qui se vivent depuis fort longtemps aux frontières de plusieurs continents. Et ce que vous dites sur l'Ukraine est vrai. C'est un pays extrêmement divisé, qui est aussi lié à un joug russe très compliqué et que les 20 dernières années ont été extrêmement difficiles. Mais en même temps, cet État, il cherche aussi à avoir une autonomie politique et une démocratie plus forte. Donc moi, je ne veux pas répondre à votre question de on arrête ou pas. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a des pays c'est difficile d'y répondre. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on a déjà des pays qui sont au cœur de l'Europe. Et l'histoire européenne s'est faite, par exemple, dans les Balkans. On ne peut pas faire comme si ces pays-là, leur développement ne nous intéressait pas. Être européen, c'est aussi regarder ce qui se passe devant nous. Mais ça va être aussi demain de regarder comment, y compris, on va travailler avec des pays qui sont frontaliers, et y compris les pays de la Méditerranée qui ne sont pas européens, souhaitent avoir des relations différentes avec l'Europe. Et à mon avis, ça se doit se discuter. Le dernier mot est pour Karine Berger. On peut inventer une Union européenne de demain qui lie des alliances, qui a des alliés. Les États-Unis, comment ils font? Ils se tournent vers le Pacifique, mais ils ne vont pas intégrer l'Asie aux États-Unis. Ils tissent des alliances, des pactes. On peut faire une Union européenne qui a différents cercles. Et pour tous ces pays, déjà, le fait de leur donner un signal qui est de tendre la main pour des contrats particuliers, pour des alliances particulières, cela donnera une réalité à ce qui est l'envie d'Europe, cette envie d'Europe dont on a parlé toute la soirée, sur les valeurs, sur la civilisation, sur l'éducation, sur l'avenir en commun au travers du droit des personnes. Si nous arrivons à donner un signal à tous ces peuples qui sont autour de nous et qui croient à ce pacte pour la suite, ça sera fantastique. Et j'ajouterai juste une chose, nous devons absolument, et j'arrête, nous devons absolument d'abord, avant de continuer à grandir, régler nos problèmes intérieurs. C'est-à-dire qu'il y a encore des problèmes politiques en Europe. Nous ne sommes pas sortis de la crise économique. Nous avons des décisions à prendre. Je finirai là-dessus. On lance aujourd'hui, depuis quelques jours, une pétition pour sortir les dépenses d'éducation des déficits publics. C'est une façon aussi de réorienter l'Europe. Et j'invite tout le monde à aller sur cette dimension-là. Vous venez de me dégoupiller une grenade de fin d'émission, mais on ne va pas en débattre. Merci beaucoup aux uns et aux autres d'y avoir participé. Je vous rappelle donc les informations de la soirée. Les Européens ont finalement trouvé un accord pour lutter contre les abus des travailleurs détachés. Et à Kiev, la situation reste très tendue puisque les policiers entourent le bâtiment de l'opposition, mais où ils n'ont finalement pas pénétré. Dernier point, il nous vous reste 21 jours pour vous inscrire sur les listes électorales en dépit de l'appel. Très important. Oui, nous sommes d'accord. En dépit de l'appel d'Emmanuel Todt tout à l'heure qui nous dit qu'il faut s'abstenir aux élections européennes, des élections qui auront lieu le 25 mai prochain. Et par ailleurs, si vous vous inscrivez, vous pourrez même voter au municipal. Les livres de l'émission, rapidement. Karine Berger, La France contre-attaque, ces entreprises qui inventent le millénaire, c'est aux éditions Odile Jacob avec Valérie Rabault. Emmanuel Todt avec Hervé Lebras, Le mystère français, publié au Seuil. Et enfin, Guillaume Clossat, parution mi-janvier chez Grasset, D'une jeunesse européenne, son dernier ouvrage. Avant de nous séparer, un dernier merci à Brigitte Benkemoun qui a préparé ce débat, à Nicolas Druet qui vient le réaliser avec ses équipes. Pas de mots croisés lundi prochain. Un œil sur la planète sera consacré au miracle suisse. On se retrouve nous le 6 janvier pour le premier mot croisé de l'année 2014. Mais tout de suite, le Ciné-Club, on passe de l'Europe à la guerre froide. La taupe de Terence Young avec Michael Caine et Laurence Olivier. Bon Ciné-Club sur France 2. Dès maintenant, pour plus d'infos, rendez-vous sur France2.fr.